Je pars pour être tranquille, pour être débarrassé de l'influence de la civilisation. Je ne veux faire que de l'art simple. Pour cela, j'ai besoin de me retremper dans la nature vierge, de ne voir que des sauvages, de vivre leur vie, sans autre préoccupation que de rendre, comme le ferait un enfant, les conceptions de mon cerveau, avec l'aide seulement des moyens d'art primitifs, les seuls bons, les seuls vrais. Au pied d'un arbre, deux femmes sont assises à même le sol. L'une d'elles est vêtue d'une robe blanche, l'autre porte un vêtement bleu, laissant la poitrine découverte. Elle joue de la flûte. Les deux femmes ont les cheveux noirs et la peau cuivrée. Au premier plan, un chien de couleur orangée, longue queue, museau pointu, haut sur pattes, il flaire le sol. Derrière, un espace coloré. Plus loin, trois femmes dansent devant une grande statue. C'est un tableau peint à Tahiti à la fin de l'année 1892 par Paul Gauguin. Gauguin arrive en Polynésie en 1891. Il s'installe d'abord à Papeete, capitale de l'île de Tahiti. Très vite, il est dégoûté par la petite société coloniale européenne qu'il côtoie. Il finit par se fixer dans le sud de l'île, à Mataiea, où il loue un whare, une case. La montagne, une bande côtière riche, les arbres, la rivière, la plage, le lagon. Le peintre trouve là un décor magnifique. Il est en contact quotidien avec les paysans et les pêcheurs. Il apprend la langue maori. Gauguin vit avec Thea Mana, une Tahitienne qui sera son principal modèle. Elle inspire le masque qu'il sculpte dans un beau bloc de bois brun. Il est aussi bon sculpteur ou céramiste que peintre, et il a un vif talent littéraire. Les conditions de vie à Tahiti sont difficiles. Gauguin n'a pas d'argent. Il se fait rapatrier en 1893. En 18 mois, il a réalisé de nombreuses sculptures sur bois et plus d'une soixantaine de tableaux. Il repart 2 ans plus tard à Tahiti. En 1901, le peintre s'installe aux îles Marquises, où il mourra. À Tahiti, Gauguin ne cesse de dessiner. Il découvre les attitudes des Tahitiens, les visages, les animaux, les végétaux. Certains de ses croquis, pris sur le vif, sont recombinés dans ses tableaux. Arearea, qui mesure 94 cm sur 75, est d'une architecture simple. Les deux femmes occupent la partie droite, le chien le tiers inférieur gauche, les danseuses le tiers supérieur gauche. La taille décroissante de ces trois groupes impose à l'œil une perspective.
Des lignes sont bien marquées, verticales de l'arbre, découpes horizontales ou ondulées du paysage, courbes. Les formes ont été d'abord dessinées à la pointe d'un pinceau chargé d'ocre ou de terre de sienne. Puis elles ont été traitées en aplats. Seuls les corps des deux femmes portent de légers ombrages qui leur donnent du relief. La vision est frontale. Une ligne d'horizon est perceptible. Elle est située à la hauteur du regard de la femme en blanc. Nous sommes donc dans la position d'un spectateur qui serait lui aussi assis sur l'herbe face à elle. Les couleurs sont denses. La gamme est riche. Mauve du rocher, bleu de la robe, vert dense de la prairie, vert plus léger au premier plan, jaune de la zone derrière le chien, ocre de la peau de la flûtiste, ocre plus cuivré de l'autre femme, rouge orangé du chien, rouge vif d'un rocher, marron violacé du centre, enfin noir des cheveux et blanc de la robe. Gauguin a obtenu ces nuances à partir d'un petit nombre de pigments courants. Ils sont mélangés à de la cire, ce qui donne plus de brillant à la pâte. Ces pigments sont utilisés parfois purs. Bleu de cobalt pour la robe, terre de sienne pour la plante, plus souvent mélangés. Le blanc de la robe est cassé par du jaune et de l'ocre et ombré par du bleu. Le pelage du chien superpose au jaune et à l'ocre de larges touches d'orange de cadmium. Une couleur intense. On voit à l'œil nu qu'une première version de la queue a été grattée, puis recouverte au profit d'une version plus haute et plus ample. Plusieurs zones sont bordées de petites touches qui renforcent l'effet de patchwork, comme s'il s'agissait de fils cousant ensemble des pièces de tissu ou bien de brins de laine d'une tapisserie. Cet effet joue aussi sur les contours du chien et traduit la texture du pelage. Gauguin n'a pas apprêté sa toile. Il a peint directement sur un gros tissage de chanvre. Cette toile est très visible sur les bords du tableau. Les fibres ressortent un peu partout de la couche picturale et accrochent la lumière en autant de points brillants. En bas à droite, un dégradé passe du vert sombre au vert clair, puis à l'ocre. Dans cette zone, Gauguin a inscrit le titre de son tableau en petite capitale noire, Area Rea. Il avait aussi placé là sa signature. Il l'a ensuite en partie effacée. Après la mort de Gauguin, Area Rea entre en possession du marchand Ambroise Vollard, qu'il expose sous le titre La joueuse de flûte. Le tableau passe chez divers propriétaires. En 1961, il est légué par ses derniers possesseurs au musée du Louvre pour la galerie du jeu de paume. Enfin, il entre au musée d'Orsay. Fragile, il a été rentoilé. À Pont-Aven, lorsqu'il avait fait le portrait d'Angélique Satre, dite la Belle Angèle, Gauguin avait dessiné le titre de son tableau à même la surface vide de gauche. Il renouait ainsi avec une tradition de la peinture classique. Les mots assument une dédicace, commémorent un événement, soutiennent la narration. À Tahiti, le titre va devenir pour Gauguin une composante essentielle du tableau. Il est rédigé en langue maori.
Vahine no te tiare. Femme à la fleur. Man o tupap o. L'esprit des morts veille. Aha o efei. Et quoi, tu es jalouse? Souvent des titres en forme de question. Nafiaf aipo hipo. Quand te maries-tu? Un geste, une rencontre deviennent autant d'énigmes. Et haereya oe? Où vas-tu? Il y a une volonté d'information ethnographique. Le titre apporte aussi une dimension narrative ou philosophique. Enfin, il crée peut-être une distanciation en rappelant selon les principes des nabis que le tableau n'est d'abord qu'une surface recouverte de peinture. Pastorale tahitienne, un titre en français. Le peintre n'a pas trouvé d'équivalent dans la langue maori. Arearea. Arearea, traduit par Gauguin joyeuseté, on dirait plutôt aujourd'hui amusement, évoque le temps de la jeunesse, de l'insouciance, mais le titre reste énigmatique car la tonalité de l'image est plutôt grave, nocturne, presque religieuse. Le chien et les deux femmes d'Arearea sont présents dans Pastorale tahitienne. L'arbre aussi, cette fois fleuri. C'est un purao, un arbre de la famille des hibiscus, très répandu dans l'île. Ses fleurs rougissent le soir et tombent. La plante aux grandes feuilles en étoile est une amaryllis. Plusieurs de ces éléments sont recombinés dans d'autres tableaux de cette époque. Matamua. Autrefois. Une case située près d'un énorme manguier. Même case près du manguier, peut-être celle de Gauguin lui-même. Fatata te maua. La montagne est proche. Dans Arearea, des taches blanches flottent autour de la femme en blanc. Il pourrait s'agir de colliers traditionnels et de couronnes composées de centaines de petites fleurs de tiare. Ils ont été posés sur de courtes branches basses de l'arbre. Une des couronnes est tombée dans l'herbe près de la tête du chien. Dans Matamua, les colliers sont posés sur l'herbe devant les deux femmes. Dans Pastorale tahitienne, la femme apporte peut-être dans son panier des fleurs ou des colliers. Dans la grande diversité de ses peintures tahitiennes, Gauguin utilise plusieurs styles. Tantôt, il se contente de dépeindre en observateur attentif des scènes de la vie quotidienne maori. Femme de Tahiti. La sieste. Tantôt, il transforme la réalité et développe des thèmes ou des motifs purement décoratifs. La plage, la végétation, les feuilles mortes, les festons des vagues semblent prolonger de façon exubérante les motifs arabesques du paréo que la baigneuse retire. Fatata te miti. Près de la mer. En composant Arearea, Gauguin juxtapose des éléments narratifs réalistes et des motifs moins faciles à décrypter. Ainsi, la zone centrale pourrait être la rivière ou le bord du lagon. Le violet serait alors l'eau et le rouge, la plage bordée de rochers. Mais il pourrait tout aussi bien s'agir d'un champ de terre rouge ou du lit desséché de la rivière voisine.
Gauguin a transformé tous ces décors en surfaces colorées abstraites. Cette obstination décorative annonce l'art nouveau. Tout dans mon œuvre est calculé, médité longuement. C'est de la musique, si vous voulez. J'obtiens par des arrangements de lignes et de couleurs, avec le prétexte d'un sujet quelconque emprunté à la vie ou à la nature, des symphonies, des harmonies, ne représentant rien d'absolument réel au sens vulgaire du mot, n'exprimant directement aucune idée, mais qui doivent faire penser comme la musique fait penser, sans le secours des idées ou des images, simplement par des affinités mystérieuses, qui sont entre nos cerveaux et tels arrangements de couleurs et de lignes. Un tableau comme Area paraît simple, une sorte de reportage ethnologique, une calme pastorale exotique. Pourtant l'image est trompeuse. Gauguin n'a pu voir une telle scène. À partir du début du XIXe siècle, les missionnaires chrétiens ont inculqué aux Tahitiens la pudeur en leur interdisant cette nudité naturelle qui avait tant frappé les premiers découvreurs de l'île. Les femmes se voient imposer d'immenses robes flottantes, fermées au cou et couvrant les bras. Les marae, les anciens sanctuaires, sont abandonnés, les statues détruites, tatouages et chants traditionnels sont interdits. Cependant, le peintre a certainement vu les photographies de Charles-Georges Spitz, un jeune photographe qui officie à Papeete, et qui, dans son atelier, fait poser hommes et femmes seulement vêtus de leur paréo traditionnel. Une de ces photographies de plein air sera même plus tard directement transposée par Gauguin, celle de l'homme qui boit une petite cascade. Papemoe. L'eau mystérieuse. Le personnage est féminisé. Des formes étranges bougent dans les feuillages. Ces spectres de la mythologie maori, Gauguin va tenter de les recenser dans un ouvrage qu'il commence à rédiger à Tahiti et qu'il achèvera à Paris. Si les images sont la pure invention du peintre, les textes sont copiés d'un livre de Jacques-Antoine Morenout, Voyage aux îles du Grand Océan, publié en 1837. Un essai qui rassemble un grand nombre d'informations sur la culture maori disparue. Gauguin s'intéresse en particulier à Ina, la déesse de la lune, la compagne de Taaroa, le dieu de la mer. De leur union est né l'univers. Ina est l'idole massive d'Area. Gauguin ne connaît pas la forme exacte des anciennes statues, il les invente donc en s'inspirant des moaïs géants de l'île de Pâques et des tikis des îles Marquises. Il réalise aussi de petites sculptures comme l'idole à la coquille ou l'idole à la perle. Sur le côté figure encore Ina. Ce thème de l'idole est développé de multiples façons dans les tableaux du premier séjour à Tahiti.
Devant l'idole, 3 femmes dansent. Les danses, à forte teneur érotique, étaient un moment important de la vie maori. Les missionnaires les avaient interdites pour indécence. Les rythmes et les figures d'aujourd'hui, réinventés au milieu du XXe siècle, n'en sont sans doute qu'un lointain souvenir. Les 2 femmes assises au pied de l'arbre ont beaucoup intrigué les chercheurs. La femme en bleu joue du vivo, une petite flûte dans laquelle on soufflait par une narine. Gauguin a peut-être pensé que cette pratique semblerait trop insolite. Il a transformé la flûte nasale en flûte buccale, dans la tradition des pastorales européennes. La musicienne joue sans doute à l'intention de la femme en blanc. Le blanc était la couleur du deuil chez les Maoris, mais ce détail n'apporte guère de sens à l'image. Plus intéressant, le personnage est assis dans la position du lotus, le Padmasana. Sa main droite accomplit le geste rituel de contact avec la terre, signe de la victoire du Bouddha sur Mara, le prince des démons. Le peintre s'est inspiré d'un des bas-reliefs du temple de Borobudur, dont il possédait une photographie. Même position pour l'idole à la coquille et pour l'idole à la perle. Le personnage tourne les yeux vers le spectateur, comme pour le prendre en témoin. Il a les cheveux longs et noirs, mais à la différence de sa voisine, ne montre pas sa poitrine. Ce pourrait être le Bouddha lui-même, vêtu de sa toge blanche, symbole de pureté. Donc un personnage androgyne. L'assimilation est logique. Une des hypothèses de l'époque faisait venir les populations maoris de Java et de l'Indonésie. Et l'aspect androgyne des Tahitiens a beaucoup frappé Gauguin. La couleur orangée du chien rappelle celle de la robe des moines bouddhistes. Elle s'accorderait donc à l'éventuelle présence du Bouddha, et son geste de flairer le sol pourrait refléter le geste sacré du maître. Un critique de l'époque a supposé que le chien était une sorte de génie du mal héraldique. D'autres auteurs ont pensé qu'il pouvait être une représentation du peintre lui-même. Il est le seul être vivant mâle du tableau. Gauguin avait un chien à Tahiti, qu'il avait surnommé Pego, et il signe souvent tableau, dessin ou sculpture du diminutif P-Go pour Paul Gauguin, ce qui peut se lire comme une sorte de jeu de mots. Gauguin avait été marin entre 17 et 22 ans, et dans l'argot des marins de l'époque, le Pego était le surnom du sexe masculin. Reprenant une image qui avait déjà séduit Van Gogh, le peintre se décrit volontiers comme un animal errant. À Tahiti, il flaire tout autour de lui comme un chien et rôde près des groupes de femmes. Tiv Aturuma, la boudeuse. Dans Pastorale tahitienne, le chien orange est encore là, couché devant une gourde des îles Marquises qu'il semble garder. Il lève le museau et flaire peut-être l'arrivée de la femme au panier. Le thème était déjà apparu en Bretagne dans Les Ramasseuses de Varech. Un chien est couché au premier plan devant une jarre. La déesse Oviri, une grande céramique que Gauguin invente à son retour à Paris, piétine un loup ou un chien, tandis qu'elle en écrase un plus petit contre elle. Chien, loup ou renard sont les animaux totémiques d'un peintre qui se désigne comme ce malgré moi de sauvage. À Tahiti, Gauguin n'a pas trouvé la petite société heureuse dont il rêvait. Mais peut-être cependant un paradis d'images, un paradis pour peindre. Le corps libre,
Gauguin est frappé par la beauté des Tahitiens, par leur immobilité de statut, ou encore par la spontanéité, la souplesse de leurs gestes. Le nu naturel, les poses alanguies, sensuelles, rêveuses ne sont plus des artifices académiques d'atelier, mais bien des attitudes quotidiennes, au contact de la mer et du soleil, de purs souvenirs d'une ancienne société édénique et indolente. Le décor exotique. Gauguin découvre aussi une nature proliférante. Forêts, feuilles découpées, fleurs, couleurs, autant de motifs qui stimulent sa rêverie décorative, lui permettent de dépasser le simple naturalisme, d'affirmer son primitivisme. La présence du sacré. Les grands arbres, les marae, les lieux tabous, les tupapaus, ces fantômes qui hantent la nature, le peintre explore la mythologie maori. Il ne rencontre aucun dieu, mais il en invente de nouveaux. Ces idoles barbares frapperont Matisse comme Picasso. Parhei, aroateo, rotoiate aire, eita fenua, eitar ei. La langue poétique, enfin. La langue maori procède par image, par métaphore, par double sens, par collage. Gauguin dans Noa Noa, l'autre livre qu'il entreprend à partir de ces années-là, progresse lui aussi par collages successifs. Photographies, aquarelles, monotypes, dessins sont rassemblés dans un ordre hasardeux et racontent d'autres histoires en marge du texte lui-même. N'est-ce pas ce que fait le peintre dans chacun de ses tableaux? Il nous raconte plusieurs histoires à la fois. Il fait souvent dériver ses motifs d'autres œuvres. Il réunit dans un même cadre des images au sens multiple, ambiguës. Une façon de laisser toujours ouvertes les questions engendrées par la contemplation de sa peinture. Mon centre artistique est dans mon cerveau, et pas ailleurs. Et je suis fort parce que je ne suis jamais dérouté par les autres, et que je fais ce qui est en moi.